Bon, je dois me présenter, hein, je m'appelle Marc Givry et je suis architecte. Je suis architecte et en fait, je construis des bâtiments, c'est ça mon job. Alors j'ai construit et aménagé des ensembles urbains à Grenoble, construit des ouvrages sur autoroute, des bâtiments pour les conseils généraux, dans divers départements. J'ai fait des salles de spectacle, j'ai fait la bibliothèque de l'école centrale de Lyon. Ça passe pas? Non, il faut bien se rapprocher du micro. Cracher dans le micro. Oui. Non. Ça passe? Ça passe. Bon, j'interviens aussi parfois dans le domaine du calcul des structures à l'IUT de génie civil de Grenoble. Et puis comme architecte, je me préoccupe nécessairement de la pluie, de la neige, du vent et des séismes. Alors j'ai participé au guide de la conception parasismique. J'ai eu la chance de faire un certain nombre de missions post-sismiques un peu dans le monde entier. J'ai même eu la grande chance de repasser sur des séismes 1 an, 4 ans, 7 ans et 16 ans après, en Italie. Mais si je me préoccupe de risques, je suis avant tout architecte et je vais vous donner un point de vue de constructeur. Alors tout d'abord, pourquoi suis-je ici et de quoi va-t-on parler? Pourquoi suis-je ici? C'est parce qu'il y a 1 an, en novembre 2019, j'étais de l'autre côté, j'étais en face au Teil avec un certain nombre de gens qui sont dans la salle. Puis depuis, j'ai eu l'occasion pour mes activités professionnelles de repasser dans le secteur et de voir l'évolution de la situation. Mais sans intervention particulière, je me considère comme un témoin naïf, parfois étonné, toujours intéressé. Et lorsque l'IRMA m'a parlé de cette journée technique, il m'a semblé intéressant de mettre en rapport ce que j'ai pu voir au Teil avec ce que j'avais pu voir ailleurs. Donc dans ce qui suit, vous trouverez sous la forme de flash quelques réflexions. 11 novembre, 14 juillet. 11 novembre, des blessés, des dégâts et une énorme frayeur. Réveil en tremblant. Hein, vous avez sans doute reconnu la première coupure de presse. Je ne suis pas sûr que vous ayez reconnu la seconde, parce que la seconde, c'était en 1996, le séisme d'Épagny, près d'Annecy, magnitude locale, ML 5,3. Pour mémoire, le Teil, on a donné 5,2 en magnitude locale et de 4,8, je crois, en magnitude de moment. Mais on est à Annecy, le 15 juillet, 2h13 du matin, après le feu d'artifice et le bal du 14 juillet. 10 secondes d'angoisse. La Haute-Savoie se réveille en tremblant, début de psychose. Annecy, le Teil, 15 juillet 1996, 2h13, 11 novembre 2019, 11h52, beaucoup de dégâts, beaucoup de peur, mais fort heureusement, pas de victimes. Fort heureusement, pas de victimes, mais aussi pas de leçons tirées. Plus de 500 cheminées sont tombées à Annecy en 1996. Combien de cheminées sont tombées au Teil en 2019? Le score doit être égal dans le match Annecy-Le Teil. Annecy 96, combien? Le Teil, combien? Et demain, Nice, Manos, Grenoble, combien de cheminées vont tomber? Pour ma part, je me sers du séisme du Teil pour justifier la nécessité des confortements. Et très dernièrement, on m'a sollicité dans le Vercors pour donner un avis sur cette petite construction. Et je leur ai dit, regardez, Corançon 62, bing, Arrête 67, boum, boum, boum. Et maintenant, le Teil 2019, rideau, pareil, la même chose. Bon, j'espère qu'au 30, 2100, on aura fait quelques confortements sur cette maison, mais en tout cas, moi, je n'interviendrai pas pour faire votre aménagement si on ne fait pas de confortement parasismique à cette baraque. Bon, alors, première leçon que je tire, il ne faut pas conforter les cheminées. 2, microzonage. Bon, pour préparer la reconstruction, il y a eu une excellente démarche d'études urbaines, dite ensemblière. On voit les gens qui ont fait cette étude, très belle étude. Et j'ai été assez étonné qu'à aucun moment le mot microzonage sismique, qu'aucun microzonage sismique n'ait été réalisé et que même le sens du mot ne soit pas tellement connu. Alors dans ce qui suit, je vais essayer de m'efforcer d'expliquer le mot microzonage et à quoi ça peut servir ce truc. On est en 99, on est au Quindio, il y avait quelqu'un qui était dans la salle qui était avec moi, il y a eu 1100 morts, enfin bon, tout ce que vous voulez, hein, mais c'était l'apocalypse est tombé sur Arménia. C'est pas Annecy-Le Teil, c'est ça. Ainsi. Bon, voilà le résultat des courses. Et on a eu les enregistrements. Alors, pour expliquer les spectres que vous voyez, c'est des spectres, disons, en période, c'est-à-dire qu'à l'horizontale, suivant le sens est-ouest, nord-sud ou vertical, vous avez la période du sol ou des bâtiments, et vous avez en vertical les accélérations, c'est-à-dire les efforts.
Dans ce séisme du Quindio, ils ont eu un G environ, disons, pour les basses périodes en est-ouest, un G dans le sens nord-sud et un pic à 2 G, 2 fois la pesanteur en verticale. Je vous donne une gifle de droite à gauche, je vous donne une gifle en avant, en arrière et je vous jette au plafond. Et le résultat, c'est ça. Bon, pardon, je suis allé trop vite. Mais ça, c'est du concassage, c'est du broyage, ça c'est sûr. Mais regardez bien l'image, à droite, les immeubles ne sont pas totalement ratatinés. Et ça, c'est la différence du sol qui explique cette explication entre ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Mais ça, c'est prédictible. On peut vous le dire avant le séisme. Bon, il y a des immeubles résistants, sismo-résistants, et les promoteurs faisaient de la pub. Petite parenthèse sur les bienfaits des chaînages. Si on avait mis, ça c'est au Quindio, la ferraille du garde-corps, enfin de la barrière qu'il y a à gauche dans les immeubles, il serait intact. Et on a visité des immeubles où il y avait des chaînages minimums qui s'étaient très très bien comportés. Mais je fais la même leçon au Teil, je prends la clôture qui était par terre en ferraille, j'en aurais fait des chaînages que j'aurais mis dans les constructions endommagées, ils seraient moins endommagés. En Colombie, la microzonification sismique, c'est la base de toute démarche d'urbanisme. Et on a pu voir la microzonification de Santa Fe de Bogota, c'est pour 8 millions d'habitants, et c'est le b.a.-ba des plans d'urbanisme en Colombie. Mais la Colombie, c'est loin, alors on va aller en Italie. On est à l'Aquila, 2009, magnitude de moment, 6,2, 300 morts, 65 000. Bon, l'apocalypse est tombé, comme partout. Et épicentre et zonage, moi, quand je suis allé faire ma mission, j'ai commencé par aller à l'épicentre, il est à gauche, c'est marqué, l'Aquila est au milieu, et il y a un village qui s'appelle Ona, qui est beaucoup plus loin de l'épicentre. À l'épicentre, Oyopiano, il y avait eu des dégâts, il y avait des réfugiés dans des tentes, il y avait eu des effondrements complets, mais pas tout. Et puis des bâtiments s'étaient très très bien comportés, et quand on regarde, ils avaient eu des chaînages, et il y en avait même qui étaient superbes. Un papy faisait sa sieste pendant le sinistre. Mais à Onia, on est plus loin que l'épicentre, et c'est l'apocalypse. L'apocalypse, rasé, le maximum de morts dans le village. On regarde les visions aériennes, c'est une tornade qui est passée sur Ona. Bon. Mais peu de temps après, un géologue dit « Necessario de fare una microzonification ». Et ils font la microzonification de l'Aquila et de tout le secteur, et d'Ona, ils le font un an après. On l'aurait fait un an avant, c'était peut-être mieux, mais là on l'a quand même fait un an après, et on voit bien qu'Ona est impacté par une discontinuité et à une classe de sol bien particulière. Mais allons un petit peu voir les Suisses. La qualité suisse, vous pianotez, vous cherchez microzonage en sismique, vous tombez sur le site de l'OFEV ou de l'OFEG et on vous expliquera tout ce que c'est. Et vous allez en Suisse, sur le géoportail suisse, vous avez les classes de sol Eurocode colorées et dans les zones centrales, vous avez même un microzonage, c'est celui de la ville de Sion. Et il n'y a pas eu de séisme encore à Sion, mais ils ont déjà le microzonage. Alors que, deuxième leçon, il ne faut pas faire de microzonage. Troisième leçon, établissement d'enseignement. Bon, pour tirer les leçons du séisme, la commune du Teil, l'FPS, ont élaboré un remarquable retour d'expérience de la gestion de crise. On en a déjà parlé, très bien fait. J'en ai retenu que tous les établissements d'enseignement ont été impactés et la continuité de l'activité scolaire est un sujet important. Bon, séquence sismique en Italie. On est entre Amatrice et Norcia, 2016-2017. On dit séquence sismique parce qu'il y a eu 5-6 séismes dans des magnitudes entre 5, voire 6, 6, 5. Le plus fort au démarrage, ça a été le 24 août, ça fait 300 morts. Et ensuite, le 30 octobre, il y en a eu un autre, mais qui a fait beaucoup moins de victimes, mais qui a été très très fort et qui a encore réendommagé des bâtiments et même plus loin. Au total, ça avait fait 30 000 personnes relogées. Le 13 septembre, l'école d'Amatrice était inaugurée pour faire la rentrée scolaire. Et le 20 novembre, pour un village qui avait été impacté par le deuxième séisme, il faisait aussi inauguration. Et le 27 novembre, il le faisait aussi. Le Teil, j'ai fait cette photo en janvier 2020. On a eu le même problème pour les écoles, mais j'ai trouvé qu'elles étaient un peu moins sexy que l'école d'Amatrice. C'est la même chose, c'était des algécos, mais ils étaient assez pimpants. Il y avait un petit toit dessus, il y avait même de l'éducation à l'environnement avec des capteurs solaires. En juillet 2021, je suis passé au Teil et j'ai vu de beaux chantiers de réhabilitation de bâtiments scolaires. Voilà, très beau chantier, très bien fait, très belle pancarte de chantier. Mais j'ai regardé, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu rénovation thermique, confort et accessibilité pour tous, embellissement.
embellissement, mais j'ai été étonné qu'à aucun moment on ne voit marqué renforcement sismique sur une école au Teil après un tremblement de terre. Parfois, on trouve d'autres démarches. Je vous amène en Émilie-Romagne, magnitude locale 5,9, je ne sais pas combien de victimes, enfin, de toute façon, ce n'est pas ça qui est important. On y passe une année après, et on regarde, et on tombe sur une école qui a été renforcée un an après. Cette école n'avait eu aucun endommagement pendant le séisme d'Émilie-Romagne, mais un an après, je vais vous montrer ce qui avait été fait. On voit des petits tétons en façade, et puis quand on rentre, on voit du dividag, c'est des aciers de précontrainte que l'on a passés dans tous les sens, on les voit, toute l'école était couturée, on le voit, tous les détails, et on tombe sur un plan de confortement affiché dans l'école, qui était une très très bonne étude, absolument superbe. Un bâtiment non endommagé en Émilie-Romagne, un an après un séisme, était conforté, alors qu'il n'avait eu rien. Bon, voilà tous les détails, et vous pouvez les chercher, ils y étaient. Mais parfois, on trouve d'autres démarches, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on retourne à la matrice, voilà l'école. Elle venait d'être réhabilitée, voilà ce qu'elle est devenue pendant le séisme. La maison de retraite n'était pas mieux, mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait des très beaux capteurs solaires, et vive le développement durable sur les bâtiments effondrés. Certes, réglementairement parlant, vous n'êtes pas obligé de vous préoccuper de la vulnérabilité sismique des écoles que vous réhabilitez. Vous n'en êtes pas forcé du point de vue réglementaire, mais humainement parlant. Petit exemple, 2002, je repars en arrière, séisme de Molise, magnitude locale 5,4, 29 victimes, 26 enfants. Pardon, je suis allé 10 000 fois trop vite. Voilà l'école. Voilà l'école à Molise. Bel état. Et bien, ce qui s'est passé suite à cette école, c'est qu'on a changé la réglementation française. La réglementation française, jusqu'à cet effondrement d'école, ne visait que les établissements recevant du public des 3 premières catégories, c'est-à-dire en gros plus de 300 personnes. Il est assez rare qu'un groupe scolaire, primaire surtout, ait plus de 300 enfants. Et donc, la réglementation sismique pour le neuf ne s'appliquait pas aux établissements scolaires. On a changé la réglementation et maintenant, pour le neuf, les établissements scolaires sont une ligne spéciale des catégories 3 qu'il faut respecter pour le neuf. Voilà. Bon, dernier exemple sur la sensibilité, la vulnérabilité des écoles et le ressenti. On est le 19 septembre 2017, il est 11h, on est à Mexico et on va faire El Simulacro. El Simulacro, c'est la manœuvre d'exercice qu'on fait tous les ans depuis 85, à l'heure du séisme de 85. On évacue, il y a des consignes d'alerte, on va dans la cour. Ça se passe très bien. À 12h20, le président de la République dit que la manœuvre est parfaite. Et ce qui se passe, c'est qu'à 13h34, le vrai séisme arrive. Ce vrai séisme va impacter un certain nombre de jours. Il va faire que 300 victimes, alors qu'il y avait eu 10 000 victimes en 85. Sur le nombre d'écoles, 3 000 écoles étaient dans la zone impactée de Mexico. 209 ont eu des dommages, 15 des dommages, disons, graves. Une seule s'est effondrée, mais elle a tué malheureusement 19 enfants et 7 adultes. Voilà le bilan de cette école Rebsamen qui est tombée. Le secours a été absolument atroce, il a fallu étayer pour chercher les victimes, enfin l'abomination. Bon. En juillet 2021, le DRO, directeur responsable des Obras, qui avait signé le dictamen, ça veut dire « je te dis amen, vous avez le droit de rentrer dans cette école parasismique », a été condamné à 208 ans de prison. Bon, c'est une technique, ça a dû être temps par enfant. C'est pas mon objectif, mais quand même, c'est très sensible. Donc ma troisième leçon, c'est qu'il ne faut pas renforcer les anciennes écoles. Alors c'est la réglementation qui vous le dit. Bon, vous prenez la réglementation de janvier 2011, en gros, bon, je la passe rapidement, mais en gros, sur les bâtiments neufs, vous appliquez le reconduite, sur les bâtiments existants, vous faites que dalle. Enfin, sauf si vous changez 20 ou 30% des planchers en plus ou en moins. Bon. Mais pour résumer, la réglementation ne vous oblige à rien pour un bâtiment existant si vous ne le touchez pas trop. Et cela conduit parfois à des aberrations. J'ai été consulté parce que dans la commune de Cé en Savoie, un bâtiment communal avait été incendié. Et ils avaient nommé un bureau d'études béton pour expertiser les dalles cramées en béton, qui avait fait un rapport qui concluait les travaux de rénovation doivent satisfaire les consignes, mais en gros, d'une manière telle, il ne faut pas changer plus de 20 ou 30% des bâtiments, des dalles, pardon, pour ne pas appliquer les règles parasismiques.
Donc il fallait conserver ces dalles cramées pour ne pas appliquer une réglementation parasismique. Il est évident que je me suis assis sur ce diagnostic de bureau d'études, et je peux vous montrer le résultat. Le bâtiment qu'on a fait est parasismique. C'est des aberrations qu'on ne trouve pas en Suisse, où on a une approche qui me semble pertinente et intelligente. Ils ont quelque chose qui s'appelle la SIA 2018, mais où on vous impose de vérifier la stabilité, la précarité, disons, parasismique de vos bâtiments anciens dès que vous faites les moindres travaux dedans. C'est ça la règle du jeu. Et je voudrais vous montrer juste un petit exemple qui est à Sion. Il y a un collège. C'est un chouette collège, franchement. Vous lui donnerez le bon Dieu sans concession, ce truc. Et ben, ils avaient des petits projets d'aménagement intérieur sans changer les dalles, mais ils se sont posé la question. Ils ont analysé le bâtiment. Il y avait 2 blocs, un joint de dilatation. Et ils en ont conclu que, dans une direction pour un des blocs, ils étaient en dessous de 0,25. Le 0,25, ça veut dire que si on a un immeuble neuf, on doit, disons, 100% de résistance réglementaire. Si on est à moins de 25%, on estime que vous avez un château de cartes, soit vous l'abandonnez, soit vous le confortez. Ça, c'est vraiment le minimum. Et après, si vous êtes au-dessus de 25, il y a une règle de proportionnalité, il ne faut pas que ça coûte trop cher par rapport à la sécurité. Mais quand même, au minimum, vous devez en Suisse vous poser la question et réfléchir à ce que vous pouvez faire. Dans leur cas, ils ont étudié comment on pouvait renforcer ce collège sans l'empêcher de fonctionner. Ils ont trouvé des points ponctuels pour le reprendre dans un axe, dans l'autre axe. Ils ont fait ça et ils ont blindé quelques voies à l'intérieur. L'attique en toiture, ils ont mis quelques éléments métalliques et ils l'ont passé. Pour le test, je suis en tout cas très curieux de voir la suite, parce que l'église sera nécessairement parasismique puisqu'on a décidé qu'il fallait la démolir. Bon. La nouvelle école qui vient d'être inaugurée ou qui va être inaugurée sera nécessairement parasismique puisqu'elle est neuve. Donc au Teil, le risque sismique, on estime que c'est un risque avéré qu'il faut prendre en compte. Mais les anciennes écoles ne seront pas parasismiques puisqu'elles sont anciennes. Le prochain séisme saura-t-il faire la différence entre les anciennes et les nouvelles? Ça, il faudra lui demander. Et puis peut-être qu'il n'y aura plus jamais de séisme au Teil, mais vu ce que j'ai écouté ce matin, j'en suis pas sûr. Pour la mairie, ce sera intéressant de suivre la démarche. L'architecte a été désigné, on va peut-être faire quelque chose, et ça sera très intéressant de savoir ce qu'on va faire pour la mairie. Donc, ma 4e leçon, on doit appliquer la réglementation, toute la réglementation, mais rien que la réglementation, n'allez surtout pas au-delà, franchement. Prévention. Bon, pour tirer les leçons du séisme, la commune du Teil et la FPS ont élaboré un remarquable document qu'on vous a présenté. Il y a 62 propositions excellentes et j'ai cherché le mot-clé prévention, c'est très facile à faire sur les PDF, et je l'ai trouvé dans une seule proposition, la numéro 9. Et la numéro 9, elle dit exactement qu'il faut développer des actions de sensibilisation et de communication sur la prévention du risque sismique. Alors, comme je suis resté un peu sur ma faim, je vais faire un peu de promotion des bienfaits de la prévention. Je vous amène en Italie, à Matrice en 2016, 300 victimes pour 3000 habitants. C'est un joli score. Je vous donne le tableau, c'est pas mal. Mais à Norcia, à la même distance de l'épicentre qu'à Matrice, 1 victime par crise cardiaque pour 5000 habitants. Voilà Norcia, ok. Et pourquoi? En 1860, il y avait eu un gros séisme, et c'était un état pontifical, et un légat du pape a créé le premier Regolamento Sismico, qui est très intelligent quand on le lit, et depuis, à Norcia, on se préoccupe de chaîner, de reprendre, de conforter. Dans la nuit du 24 août à Norcia, vous avez peur, vous avez froid, mais vous êtes vivant. Dans la nuit du 24 août à Amatrice, c'est pas le même spectacle. Et le lendemain matin à Norcia, vous avez toujours peur et froid, mais le lendemain matin à Amatrice, vous sortez avec les secouristes. Bon. Sur les bienfaits de la prévention, en 2016, j'étais quand même passé à Amatrice et j'étais passé devant les carabiniers. Les carabiniers s'étaient bien comportés, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, mais quand j'y suis repassé le 9 décembre 2016, après le deuxième séisme, les carabiniers s'étaient fait un peu plus secouer les puces que lors du premier, mais ils n'étaient pas par terre. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une pancarte de chantier, et en 2012, ils avaient fait du renforcement parasismique des carabiniers. On voit les tirants qui avaient été mis, et finalement, les carabiniers n'étaient pas morts. En face, je vous donne l'école qui avait été réhabilitée, voilà la tronche de l'école. Norcia, photo pareil, décembre, les immeubles intacts, et on voit toutes les clés de chaînage qui avaient été mises à l'époque.
Norcia, le collège, petit tour, bon état, et on voyait très nettement dans les sous-sols qu'il y avait eu du renforcement parasismique. Et l'école de Norcia à côté, pareil, on voyait quand on savait les regarder très clairement les tirants, les chaînages qui avaient été mis. Contre-exemple, l'Aquila 2009, une opération de réhabilitation urbaine, type ANRU, enfin des trucs dans ce genre, belle pancarte de chantier, voilà le résultat. Tout ravalé, tout bien, tout propre, l'immeuble était totalement effondré. Derrière, même opération, ils étaient moins impactés, mais on voyait très nettement que le séisme est très variable. On voyait les ondes sismiques se promener sur les toits. Regardez un peu ce que peut faire un séisme. Si au pas de peau, vous avez la vague, et si vous en avez, vous l'avez pas. Et à droite, il se passait rien, et à gauche, là. Et devant, ça, c'était totalement par terre, les autres étaient intacts. C'était total collapse, c'est la pire des choses qu'on essaie d'éviter, sauf que les lampadaires étaient tout neufs. Et pendant que j'ai fait ces photos, on continuait à remplacer les lampadaires. On aurait mis l'acier des lampadaires dans les chaînages de l'immeuble, cet immeuble ne serait pas total collapse. Donc, leçon numéro 5, il ne faut pas faire de prévention. Culture du risque. Bon, le ministère de la Transition a publié en juillet 2021 un document passionnant sur la participation de tous à la gestion des risques majeurs. Mission sur la transparence. J'ai appris, malgré certains succès, le travail reste considérable, d'aucuns allant jusqu'à décrire la culture du risque comme un échec collectif. La culture du risque est décrite comme un échec collectif avec des documents indigestes et confidentiels. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère. Je ne suis pas loin de partager cette appréciation, mais moi je parlerai plutôt de fiasco ou de collection de vœux pieux. La culture du risque se résume bien souvent à l'apprentissage d'une invraisemblable collection de sigles et d'acronymes, mais personnellement, je préfère le culte des saints plutôt que celui des acronymes. Et je préfère Saint-Marc. J'ai une petite chapelle qui me protège du torrent. Et ce n'est pas une blague. Vous allez en Savoie, à Solières, la chapelle est en bas, le torrent est derrière. Cette chapelle vous dit, attention, méfie-toi du torrent qui est derrière moi, franchement. Il parle bien, Saint-Marc, finalement. Bon, toute ironie mise à part, cessons les critiques et puis soyons constructifs. J'ai eu des échanges intéressants avec la mission reconstruction, redynamisation du Teil, que je salue bien bas au passage. Et sans trahir un grand secret, je me permets de vous donner un petit extrait de mail. Et merci pour cet échange téléphonique, que ce soit les cartes de microzonage, vous savez maintenant ce que c'est. Le pavillon témoin, on avait échangé sur l'idée de faire un pavillon comme les promoteurs vous vendent le logement témoin. On pourrait vendre du chaînage parasismique à partir d'un pavillon. La formation professionnelle parasismique des architectes et entreprises, le guide de vulgarisation du risque et des exemples de bonnes pratiques de réparation, tout me paraît intéressant. C'est pas moi, c'est des gens très compétents du TEI qui m'ont envoyé ceci. Donc, 6e point, qu'il ne faut pas développer la culture du risque. État d'urgence. Le TEI, le retour d'expérience. Dans le retour d'expérience de la gestion de crise communale, une phrase m'a interpellé. Sur les 850 arrêtés d'interdiction pris sur un bâtiment, plus de 600 n'étaient pas encore levés en janvier 2021. Le score a un petit peu monté, mais pas de beaucoup. Et je me suis posé en fait 3 questions. N'a-t-on pas eu la main un peu lourde au départ? Les arrêtés de péril n'ont-ils pas été un peu trop rapides? Et puis ne manque-t-il pas surtout une manière d'en sortir de ces arrêtés de péril? Je suis passé au Teil le 23 janvier 2020, un peu plus de 2 mois après le séisme, et sincèrement, je suis resté dubitatif devant certains immeubles qui étaient interdits d'habiter. Du point de vue du score, j'avais trouvé que plus de 40% de jaune et de rouge était déjà un chiffre élevé par rapport aux dégâts constatés. Ça, c'est les scores des diagnostics. Mais ça, c'est les mêmes scores que j'avais trouvés en Italie, mais je m'excuse, l'Aquila, l'Émilie-Romagne ou Amatrice, c'était un taux d'endommagement sans commune mesure avec le Teil. Et pour ce qui concerne la diligence des arrêtés de péril, j'avais déjà pratiqué ce type de procédure pour des immeubles insalubres à Grenoble, mais suite à notre avis, il y avait systématiquement un expert judiciaire mandaté par le tribunal qui passait avant que l'arrêté ne soit pris. Et dernièrement, la même procédure a été respectée pour un immeuble à Saint-Marcelin. Je vous donne la tranche de l'immeuble. Franchement, il est endommagé, celui-là. Eh bien, il y a eu 2 expertises, un ingénieur structure, puis un expert nommé par le tribunal avant que l'arrêté de péril ne soit pris. Donc, on y est quand même allé un peu plus prudemment avant de balancer des arrêtés de péril.
Et maintenant, j'ai bien l'impression que tout le monde a pris conscience du problème. Et dans le retour d'expérience de la gestion de crise communale, j'ai trouvé ceci. Le diagnostic d'urgence, comme son nom l'indique, se doit d'être transitoire et à durée limitée. Et il faut à tout prix trouver une manière d'en sortir. Et ça, pour le moment, vous ne l'avez pas. J'ai aussi trouvé cela dans le retour d'expérience du collectif pour les sinistrés. Rien ne sert de vouloir faire tout trop vite lorsqu'il n'y a pas d'urgence. Et c'est là qu'il faut savoir doser en permanence. Est-ce que c'est vraiment si urgent que ça de faire un arrêté de péril? Car de toute façon, les gens ont peur et sont déjà sortis. Sans urgence, en fait, je vous propose maintenant d'aller faire une petite visite au Teil. Les photos sont de novembre 2019, janvier 2020, juillet 2021. En janvier 2020, comme je vous le disais, je me suis demandé pourquoi ces immeubles étaient en état de péril. Sincèrement, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. En juillet 2021, j'ai trouvé pas mal de tyrans comme signe extérieur de confortement. C'est une bonne chose, manifestement, c'est passé dans les mœurs de faire ce type de choses, ce type de choses, ce type de choses. Ce type de choses, si vous regardez bien, il y a quand même des petites plaques, et même les chantiers en cours sur des baraques qui n'étaient pas à l'état de ruine, c'était un peu passé dans les mœurs qu'on commence à y flanquer des tyrans. Ça se passait assez spontanément dans le cadre de l'échafaudage et du ravalement de l'immeuble. Pour des bâtiments privés, pas pour les écoles. Et il m'a semblé que les bâtiments qui avaient été les plus endommagés étaient maintenant les plus en chantier. Bon, vous avez vu les grues, les ceci, baladez-vous au Teil, je crois qu'on est à Rouvière, là. Il y a des sacrés chantiers, mais surtout sur les bâtiments très impactés. Bon, parfois totalement reconstruits, ça en est presque un gag. Vous voyez, la maison au milieu est toute neuve. Je l'avais vue en 2019, elle était dans cet état. Bon, ne m'avait pas impressionné particulièrement. En janvier 2020, j'avais été ahuri de la qualité des chaînages, du confortement. Elle était franchement blindée de tous les côtés, et depuis, elle a été totalement reconstruite. La maison qui était à côté, qui avait une petite fissure, n'avait pas autant d'état. Bon, mais manifestement, en juillet 2021, les bâtiments peu endommagés, mais qui étaient soumis à un arrêté de péril, semblaient gelés. Ça, c'était gelé. Moi, je l'avais vu en 2019, juillet 2021, pareil. Je crois qu'il est à vendre avec son arrêté de péril. Celui-là, il y avait un petit POC au-dessus de la toiture, il a toujours son arrêté de péril sur la porte. Et celui-là, où on s'était un peu bagarré entre nous pour savoir comment classer ce truc, il n'est pas par terre, il n'est pas étayé, et il ne s'est rien passé depuis 19. Mais ce n'était peut-être pas les situations les plus dangereuses. Quand vous baladez à Gelas, levez la tête, sincèrement, ce que vous avez au-dessus de vous, c'est nettement plus dangereux que l'immeuble que vous avez vu avant. La Croix-Rouge n'avait pas tellement bougé. Novembre 2019, bon, un balcon avait été étayé. Juillet 2021, le balcon est toujours étayé et il y a toujours 2 arrêtés de péril sur la porte. Bon, peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas pu rentrer dedans. Mais l'escalier de la mairie était toujours bien étayé. On en a discuté pas mal ce matin. Tous les PC de crise, tous, on était tous là-dedans. Mais en juillet 2021, et je crois qu'ils y sont encore, il y a toujours les étés dans l'escalier, mais on n'a pas pris un arrêté de péril sur la mairie. Et il n'y a peut-être pas besoin de le prendre. Fort heureusement, elle était toujours, et elle est toujours, je crois, en activité. Elle est une belle mairie, et il y a le nom de l'architecte qui est toujours sur la porte. Alors, dernière leçon, il ne faut pas sortir de l'état d'urgence. Alors, pour terminer, prenons un peu la mesure du temps. Comme je vous le racontais en me vantant un peu, mais j'ai eu la chance de passer 1 an après, 4 ans après, 7 ans après, 16 ans après en Italie. À toute vitesse, 1 an après en Émilie-Romagne, c'est étayé de partout, c'est à Mirandola, c'est la maison de Pic de la Mirandole, et ça c'est la tête de Pic de la Mirandole, un humaniste de la Renaissance, et on fait de la pub en même temps qu'on met les témoins. Bon. À Mirandola, les pompiers, les Vigili del Fuoco sont toujours là. Okay. Et on rencontre Silvio Benedetti, que ses copains appellent la demoiselle à cause de ses beaux cheveux. Il est en train encore de conforter l'église de Mirandola. Et on lui a donné un chantier qui était dans un état dégueulasse. C'est comme ça qu'il a eu le chantier 1 an avant. Et il met de l'ordre, il range, il étaye, il stabilise. Et il nous a montré un manuel STOP que je vous recommande. C'est un manuel des Vigili del Fuoco italiens qui vous explique comment conforter les immeubles endommagés. On avait proposé que ce manuel, qui est très très complet, soit traduit en français. C'est même pas la peine de le faire. Il a été traduit par un architecte pompier du Val d'Aoste, parce que les gens du Val d'Aoste sont francophones. Voilà. 4 ans après à l'Aquila, la ville est corsetée. Tout le centre de l'Aquila, ça ressemble à ça. Tous les bâtiments publics, les églises, il y a des échafaudages de partout. Mais 7 ans après à l'Aquila, l'échafaudage a disparu. L'intérieur est impeccable. 7 ans.
absolument impeccable. Ça avait été très endommagé. 7 ans après, c'est nickel chrome. En 2013, 4 ans après, c'était corseté, les immeubles courants. En 2016, ils sont restaurés, impeccables. Et allons 18 ans après, à Assise, superbe, somptueux, splendide. Il y a même une basilique souterraine. Tout a été incroyable. En 97, un écroulement terrible. Les fresques de Giotto étaient tombées. Et malheureusement, dans cette photo, il y a des gens dessous qui étaient les experts qui les analysaient et qui sont morts dans l'histoire. Et ça, ce petit bonhomme, qui s'appelle Sergio Fussetti, nous fait visiter les combles de la cathédrale. Cet homme était venu juste pour toiletter les fresques. Il devait enlever la poussière. Et puis il a ramassé un puzzle de 200 000 pièces et il a passé 7 ans de sa vie à reconstituer le puzzle. Il l'a reconstitué, ils l'ont remonté, ils ont mis des raidisseurs en aramide, ils ont mis des amortisseurs, des capteurs électroniques, ils ont fait un truc absolument incroyable là-dessus. Mais le pape aussi s'est fait refaire sa chambre d'accueil ou d'audience qui est dans la basilique. 3 ans après le séisme, on a classé au patrimoine mondial de l'humanité Assise qui ne l'était pas. Et 10 ans après, on vous le publie comme une restauration réussie. Mais 10 ans, c'est l'échelle du temps. Alors quand les gens se plaignent qu'un an, 2 ans après, c'est toujours on n'a pas les chantiers, nanani, ils n'ont pas l'image du temps. Et là, ça a été fait tambour battant parce qu'il y a eu un fric d'enfer avec le classement, plus les franciscains américains qui ont énormément financé. Donc à bientôt, dans 10 ans, j'espère qu'on refera une journée technique et on inaugurera des tas de choses. Bien sûr, vous aurez noté qu'il y avait quelques erreurs dans mes leçons, je vais les remettre d'aplomb. Donc mes leçons, pour toutes les zones soumises à un risque sismique, quelles leçons peut-on tirer du séisme du Teil? 1, qu'il faudrait conforter les cheminées. 2, qu'il faudrait faire des microzonages. 3, qu'il faudrait renforcer les anciennes écoles. 4, qu'il faudrait aller plus loin que la réglementation. 5, qu'il faudrait faire de la prévention. 6, qu'il faudrait développer de la culture du risque. 7, qu'il faudrait savoir sortir de l'état d'urgence. Et 8, qu'il faudra prendre le temps de faire tout cela. Et la leçon personnelle que moi j'ai tirée du séisme du Teil, c'est que l'on n'a peut-être pas encore tiré toutes les leçons du séisme du Teil. Voilà, bon travail pour la suite. Je salue l'éloquence au passage. Et là, je salue l'éloquence au passage. On va aller vers la pause. Ont été signalés sur l'espace de chat de la visioconférence un certain nombre d'informations. Je vais en évoquer au moins une. Déborah Maillot, doctorante en architecture sur la reconstruction post-catastrophe et ex-responsable des travaux de sécurité sur Aubervilliers, pour faire court, qui nous signale que les arrêtés de péril ne peuvent être pris sur les biens publics qui sont considérés comme inaliénables. Vous voyez, une réaction. Présentez-vous, ça sera la seule question, et on va tenter de faire 15 minutes de pause si vous voulez bien. Oui, bonjour, Pierre-Henri Journet, donc de la métropole de Lyon, ancien, parce que je viens de prendre tout juste ma retraite. J'étais chargé d'opération péril pour 1 300 000 habitants, 58 communes, et auparavant j'étais sur la ville de Villeurbanne en tant que chargé de sécurité civile. Les procédures de péril, il y en a 2 types. Il y a le péril dit imminent, et le péril dit non imminent ou ordinaire. Dans le péril imminent, vous l'avez très bien dit, monsieur l'architecte, il faut un expert judiciaire désigné par le tribunal administratif. Avant, c'était le tribunal d'instance qui intervenait sur les procédures. Le maire peut, dans un premier temps, agir au titre de ses pouvoirs de police générale, au titre du Code général des collectivités territoriales, sur la mise en sécurité. Et c'est ce qu'ont fait tous les maires aujourd'hui sur l'agglo de Lyon, sur la métropole de Lyon. Et la métropole de Lyon prend en place la procédure dite de péril général. Il y a 3 ans, il y a eu une petite réforme, 2 ans exactement, sur le renforcement des responsabilités des ingénieurs et techniciens des collectivités territoriales, puisque nous pouvons maintenant assumer de l'expertise, notamment dans le péril dit ordinaire. Alors je ne connais pas ce qui a été fait au Teil, si c'est du péril ordinaire ou du pouvoir de police générale du maire, ce qui a été pris ou rédigé, mais il faut alléger les procédures. Ce qui est important, et vous l'avez très bien dit avec humour, il faut qu'on puisse agir vite et bien. Il faut alléger les procédures. Et ça, il faut garder ce principe. Quand un maire prend un arrêté,
il faut les abroger, autrement ils restent à vie. Alors c'est vrai, ce que disait ma collègue d'Aubervilliers tout à l'instant à travers le chat, je conclurai là-dessus, les bâtiments publics communaux ne sont pas soumis à procédure de péril, mais les bâtiments publics d'État ou de d'autres collectivités territoriales, eux, sont soumis au bien. La seule différence qu'il existe aussi, c'est la procédure de péril pour les bâtiments funéraires, qui est une autre procédure de péril spécifique en droit, mais qui est aussi intéressante en parallèle. Donc la procédure de péril, c'est un outil avec une classification technique dans l'analyse bâtimentaire. Et si ça intéresse, je pourrais vous apporter via l'IRMA d'autres informations a posteriori. Écoutez, voilà. Deux choses. Très sensible à la réponse circonstanciée, et on s'est rapproché puisque vous souhaitez être un retraité actif de notre réseau. Vous êtes le bienvenu, je parle sous l'autorité du président. Et Déborah Maillot de rajouter, attention, la question de la nomination d'experts a évolué en 2021. Précision, ce n'est malheureusement plus obligatoire. Pause. Merci.